Radio Juriste présente Bienvenue en droit avec Basile, Baptistine et Olivier. Bienvenue en droit, pauvre de toi. Bienvenue en droit, pauvre de toi. Bonjour à tous, c'est Martin et bienvenue en droit pour cette nouvelle émission sur Radio Juriste, une émission assez particulière puisqu'on se situe en direct d'un lieu historique et culturel, un lieu bucolique et enchanteur, aussi bien matinal que vespéral, un lieu à la faune qui tutoie la flore, me semble. Ah oui, où les bêtes à bec tutoient les bêtes à plumes. c'est vrai. Bienvenue dans le domaine de la Bourbancée, bravo. 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 Ouais, ça résonne, Enfin, Basile, j'ai l'impression. Domaine de la Bourbancée, plus précisément, le parc animalier et zoologique et le château Oui. du domaine de la Du Bourbancée. domaine de la Bourbancée, ouais. Ouais, à Pleugueneuc, À Pleugueneuc, ouais. en Ille-et-Vilaine. En Ille-et-Vilaine, ouais. Dans le 35, 35, en ouais. région Bretagne-Armorique. Oui, c'est bon. Merci Basile pour toutes ces précisions, je ne pensais pas ça. Des précisions chirurgicales. Émission délocalisée aujourd'hui, vous l'aurez compris, pour un entretien avec Olivier de Lorgeril. Bonjour Olivier. Bonjour, rebonjour. Rebonjour, comment allez-vous? Fort bien, Ah bah alors... très heureux de vous accueillir. Merci Une beaucoup. Une équipe jeune, sympathique, dynamique, souriante. Ah bah vous aussi vous êtes Ah, ça souriant, je vais vous le dire. Ah, j'aurais Jeune préféré que vous me aussi. disiez jeune, Oui, voilà, mais- c'est ça. Vous êtes ni plus ni moins le propriétaire du domaine de la Bourbancée. Oui, Le propriétaire. oui. Moi j'aime bien dire plutôt que propriétaire, détenteur précaire. Détenteur précaire. Voilà. Mais ça c'est des notions de droit, on va Oui. aborder ça, mais détenteur précaire. On va aborder ça voilà, dans c'est quelques plus minutes. On va tout non, connaître de votre propriétaire. vie. Détenteur Allons-y. précaire. Alors, Mais on avant va- toute chose, eh bien merci de nous ouvrir vos portes. Merci parce que Non, mais- Basile est archi fan des zoos. faut Ouais. le Super, savoir, on s'est croisés d'ailleurs par hasard, et merci Ouais. d'avoir pensé à cette heureuse initiative de venir nous voir. Eh ben, merci Avec grand d'avoir plaisir. accepté. Voilà. Voilà. Et tu te rends compte, Basile, ça y est, on l'a fait cette émission. Ça y est, Là, ouais. c'est en ce moment. Ouais. C'est en ce moment. Et pas en direct, sachez-le. On n'est pas en direct. On n'est pas en direct. Bon, Basile, toi, on ne te présente plus. Tu es le co-gérant de l'Institut Lupien, la prépa juridique de Rennes. Ouais, La seule. prépa, hein. À l'initiative de Radio Juriste, d'ailleurs. Et donc, si tu gères un institut, c'est parce que tu n'as pas réussi à C'est ouvrir un vrai. zoo. On Ouais, est d'accord. Si j'ai monté cette boîte, c'est parce que j'ai pas encore pu créer un zoo. Voilà. Et moi, c'est mon rêve depuis que je suis tout petit. Donc, un rêve peut-être pas très accessible, Pas très accessible. mais un rêve. Voilà. Voilà, donc t'as pas des animaux chez toi, mais t'as des étudiants dans ton institut. il me C'est semble, ça. hein. Ouais, bon. ouais. Chacun ses bêtes, chacun ses. Et pour finir à mes côtés, une étudiante en droit. Elle est amoureuse des Exactement. bébêtes. T'es amoureuse des animaux. J'adore. C'est Madame Baptistine, coucou. Coucou. Alors toi, t'es en master 2. Master 2, spécialité contentieux administratif. Oui, d'accord. Et c'est bien. Tu peux le redire, j'ai pas... Contentieux administratif. Contentieux. Contentieux. Des contentieux, d'accord. Contentieux. Et actuellement, présentement même, tu étais en train de faire ton mémoire, tu Oui. rédiges. Donc tu j'ai travailles. pris un petit temps dans mon emploi du temps hyper chargé pour venir à votre émission. Où vous m'avez gentiment invité. Elle nous fait l'amitié de venir, Oui, en tout c'est cas, vrai, ouais. Baptistine. Ouais. C'est sa première émission radio, donc tu ne stresses pas trop, ça va? Un petit peu. Un petit peu. Bon, bienvenue à toi sur Radio Juriste. Cette émission s'appelle Entretien avec. Voilà, donc ça consiste en quoi? C'est des échanges pour en connaître plus sur par exemple des associations, des lieux historiques comme ici. On avait déjà eu comme association la Clinique du Droit. La clinique du droit, entre ouais. autres. Ouais. Et puis donc on peut aussi par exemple parler d'un point précis, d'un article précis, d'un alinéa, d'un code précis par exemple. Toi qui aimais C'est la ça. précision, Ouais, on c'est le ça, sait. c'est ça. Et puis aujourd'hui, on va parler du domaine de la Bourbancée et du droit des parcs zoologiques avec Olivier de Lorgeril. Cité Arena, entretien, Besoin de faire le point, entretien, besoin d'un coup de main. un petit entretien avec Cité Arena, entretien, besoin de faire le point, entretien, besoin d'un coup de main. un petit entretien avec... Avec Olivier de Lorgeril. Voilà. On est bien d'accord. Alors Olivier, bonjour, non Rebonjour. Bonjour dans ce cas-là. Dans un premier temps, je vais vous demander de nous raconter votre vie, votre parcours qui vous a aujourd'hui amené à évoluer ici. À évoluer ici. voilà. Vous allez me guider parce que sinon tant on va que partir. détenteur Oui, précaire. on va poser des questions. Oui, j'espère parce que sinon on peut partir de l'origine gallo-romaine du site, Oui. mais ça va nous emmener un petit peu loin. Quoique, Bourbancée vient du nom latin Burbonia, et Burbonia était la divinité du panthéon gréco-latin à laquelle les Romains vouaient tous les lieux humides, la Bourboule, Bourbon-l'Archambault, etc. Et donc la terre qu'il y a à la Bourbancée est une terre très humide. Il y aura des répercussions et sur la construction de la bâtisse et près de 2000 ans plus tard sur le parc zoologique. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Mais effectivement, donc Bourbancée vient du nom latin Burbonia. Donc on va faire un grand saut de l'époque gallo-romaine à la construction de la bâtisse en 1583, à une période, comment dirais-je, où
la Bretagne va connaître enfin une ère de paix qu'elle n'avait jamais connue tant qu'elle était indépendante. Vous savez que la Bretagne était une province indépendante, Ah oui, ça on le sait. essentiellement belliqueuse, puisqu'elle se battait sans cesse contre les Français alliés aux Anglais, contre les Anglais alliés aux Français, si bien que l'architecture de l'époque était une architecture, comment dirais-je, principalement militaire. Et donc vous avez des très bons exemples. Vous avez le château de Montmuran, le château de Montauban, le château de Combourg, qui avant d'être le berceau de François-René de Chateaubriand était la principale place forte du duché seigneurial de Dole. Donc une architecture des châteaux forts faite pour une Bretagne belliqueuse. Et après les guerres de la Ligue, le rattachement de la Bretagne avec le royaume de France par le mariage d'Anne de Bretagne avec le roi de France Louis XII, la Bretagne connaît enfin une ère de paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Et donc très naturellement l'architecture va évoluer. On se fait construire non plus des bâtisses et des maisons faites pour se défendre, mais des bâtisses et des maisons faites pour être, comment dirais-je, plus agréablement habitées. Et la Bourbansais, dans la région, est une de ces premières maisons avec ce nouveau style d'architecture. Alors si vous regardez la bâtisse, vous avez effectivement encore des grosses tours, quelques meurtrières, etc. Mais vous avez surtout une maison avec des façades ouvertes, façade sud, façade ouest, qui sont un petit peu moins impressionnantes peut-être qu'un château fort, mais en tout cas un petit peu moins austères. Mais j'ai vu qu'il y avait des douves quand même. Donc c'est Vous quand avez même des douves, bien évidemment, des douves. Alors c'était plus les archives. Alors autre spécificité de la Bourbansais, c'est que cette maison, depuis sa construction, le XVIe siècle, donc 1583, n'a jamais été vendue depuis sa construction. C'est-à-dire qu'elle a toujours appartenu à mes aïeux, et je suis à la 19e génération, le descendant de Jean Dubreuil, qui a construit à partir de 1583 la Bourbansais. Et d'ailleurs mes enfants, dont certains sont j'espère d'éminents juristes, sont la 20e génération. Voilà, donc ce qui motive effectivement pour faire en sorte de maintenir cette maison dans la famille et de la faire traverser, comment dirais-je, de la faire traverser le temps, les époques. Alors vous avez eu un certain nombre de mes aïeux qui, comment dirais-je, étaient plutôt une noblesse d'épée, mais vous avez eu pas mal de parlementaires, notamment quelques parlementaires importants au Parlement de Bretagne, et l'aspect que vous voyez aujourd'hui de la Bourbansais a beaucoup évolué à partir de 1740-1750. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque c'était un d'Armaillé qui était aux manettes, et le comte d'Armaillé était une personnalité du Parlement de Bretagne, et il avait reçu par sa femme cette maison en héritage, qui était une vieille maison qu'il appelait d'ailleurs sa maison des champs. Il y avait l'hôtel d'Armaillé qui était à Rennes, qui n'existe plus maintenant, plus aujourd'hui, qui a été détruit, mais il y avait l'hôtel d'Armaillé où il faisait où il passait la majeure partie de son temps, notamment l'hiver, et il venait dans sa maison des champs, comme il disait, à la campagne, comment dirais-je, pour passer les beaux jours et l'été. Et donc cette maison a été très réagencée, réaménagée par lui-même pour recevoir avec le faste qu'il convenait ses amis du Parlement pour faire une étape avant de venir à Rennes, parce qu'autrefois on mettait un peu plus de temps. Donc, et donc c'est lui qui a entrepris d'importants travaux. Je vous parlais de la partie un peu plus avec un corps de logis principal, des tours qui rappelaient quand même un petit peu l'esprit militaire, même si on a beaucoup évolué. Et vous avez effectivement donc les deux pavillons à la mansarde qui ont été construits, donc des pavillons à double pente qui donnent un aspect un peu grandiose à la Bourbansais. Le jardin à la française a été dessiné à cette époque-là. Les deux grandes perspectives ouest et sud ont été aménagées à cette époque-là. Et donc c'est ainsi que aujourd'hui, ce que vous voyez aujourd'hui quand vous venez à la Bourbansais, ce sont des agencements qui ont été faits donc par le parlementaire breton d'Armaillé, voilà, mon aïeul. Dès qu'on arrive, on voit tout de suite le château, voilà. On voit des jardins, voilà. si je ne me trompe pas dans l'ordre, il y a des potagers. Ouais. Merci. Alors j'ai une question sur le potager, Martin, si je peux me permettre. J'ai vu que le potager c'était une imitation de celui de Versailles, c'est ça ? Non, c'est pas. Nous sommes bien modestes, vous savez, là en Bretagne, on est très modestes. J'ai lu un article comme quoi un de vos aïeux avait repris en fait les schémas du potager de Versailles pour essayer de le refaire ici. Vous avez partiellement raison, c'est vrai, mais donc le potager initial de la Bourbansais est, comment dirais-je, presque antérieur à Versailles. Et celui en tout cas qu'on a recréé avec mon épouse en 2012 est un petit peu différent, même s'il a été strictement remis à l'emplacement d'origine, et comme je vous ai dit, on a beaucoup d'archives puisque la maison n'a jamais été vendue, donc on a bien évidemment le jardin potager, c'était en général plutôt à l'ouest dans ces maisons, et c'était un espace d'à peu près 1 hectare qui était clos de mur. Donc vous regardez le jardin potager, c'est sur 1 hectare et c'est clos de mur. Mais nous autrefois c'était des jardins nourriciers, c'est qu'il y avait une utilité à ces jardins parce qu'on nourrissait et le village et la famille, etc. Et nous, si vous voulez, quand on l'a réagencé, on a fait plutôt quelque chose d'inspiration plutôt 19e, ce qu'on appelle des jardins en
carrés qui sont plus, on va dire, plus attrayants. Plutôt que d'avoir des rangs d'oignons, on a plutôt des petits carrés, etc. Mais vous avez raison, au début, c'était... Non, par contre, ce que l'on a, c'est qu'on a un guide, un médiateur culturel, effectivement, qui provient du jardin du roi de Versailles et qui fait des visites guidées, comment dirais-je, du jardin potager une fois par jour après les visites du château. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a le festival des plantes. Voilà, plantes et saveurs au potager. Au potager, donc du 29 au 30 septembre, donc c'est Voilà. samedi dimanche. Voilà, c'est samedi dimanche, c'est sur 2 jours. Et effectivement, quand on a restauré on a restauré ce jardin potager, on l'a fait en 2012-2013, on a d'ailleurs obtenu le prix Villandry, c'était quand même assez sympathique, c'est sur une parcelle classée, alors là c'est du droit, mais du droit patrimonial, pas du droit des animaux, mais c'est une parcelle classée parce que la Bourbansais a une particularité assez originale, c'est que non seulement la bâtisse est classée au titre des monuments historiques, à l'extérieur et à l'intérieur, mais également les jardins et les 2 grandes perspectives. En général, c'est soit les jardins, soit la maison. Là, c'est les 2. Et donc, quand on a réalisé ces travaux donc, avec la Direction régionale des affaires culturelles, on s'est dit pendant 2 ans, tiens, c'est sympathique, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire vivre ce jardin potager? Et on s'est dit, tiens, on va faire un festival. Le festival des plantes, il y en a un certain nombre. On s'est dit, tiens, mais le potager, c'est spécifique. C'est des plantes, mais spécifiques. Et donc, on s'est dit, on va essayer d'inventer quelque chose autour du goût. Et donc, c'est le festival Plantes et saveurs au potager. Voilà. Et donc, 5e édition. On peut dire que ce festival du potager a porté ses fruits. Eh ben, écoutez, en tout cas, ça fait 4 ans que ça dure. C'est très bien. Les étudiants sont toujours c'est remarquable. Ça tourne, hein, ça tourne. Ouais, c'est Baptiste, chapeau. Et donc, écoutez, oui, ça porte ses fruits puisque c'est la 5e édition. Alors, on a commencé, on avait une 40aine d'exposants. Là, on va arriver à pratiquement 65 exposants cette année. Alors, c'est des exposants bien spécifiques. On recherche des producteurs passionnés qui aiment le contact avec le public, qui ont leur production locale, etc. Et donc, ça s'est un petit peu étoffé. C'est autour du jardin. Ça n'est pas strictement des pépiniéristes ou voilà. C'est autour du jardin, sachant qu'on a quand même une grande partie qui sont effectivement des pépiniéristes. Et c'est là, et on réalise cette animation. C'est le dernier week-end tout le temps de septembre. Ça vient clôturer un petit peu ma saison. Comment dirais-je, touristique. Les équipes sont très motivées à faire en sorte que les jardins, mais spécifiquement le jardin potager, soient particulièrement bien tenus jusqu'à la fin de la saison. Donc c'est effectivement assez sympa. Et les visiteurs visitent bien évidemment le jardin potager, mais bénéficient des 2 activités dont on va peut-être parler tout à l'heure. Donc les 2 spectacles animaliers que nous avons, des chiens et des hommes, et puis le spectacle de rapaces. Celui que nous avons vu. Et on était juste pour nous, hein. On était les seuls ce jour-là. C'était magnifique. Pour nous. Justement, on va parler un petit peu de ce zoo, hein, puisque donc il y a un zoo, hein, effectivement, on peut le voir. Et d'ailleurs, il y a les girafes qui sont juste derrière moi là-bas, un peu loin. Ce zoo, combien de mètres carrés d'hectares? Sachant qu'un hectare, je te rappelle, c'est 10 000 mètres carrés. Alors, ça sent la joke. Alors, vous avez le parc zoologique en tant que tel fait un peu moins de 11 hectares. Le domaine est préservé, il y a à peu près une centaine d'hectares qui appartient encore au domaine de la Bourbansais, et à peu près 18-20 hectares sont ouverts au public. Et dans ces 18-20 hectares, vous avez un peu moins de 11 hectares qui sont dans la partie zoologique où évoluent, comment dirais-je, des animaux. Des animaux. Combien ? Alors, combien j'ai pas le nombre. Exact. On va dire, non, vous êtes un peu dur, mais c'est un peu plus de 400 et ça fait à peu près 80 espèces. 80 espèces du monde entier. Mais là, alors, on a fait un bond de 400 ans parce qu'on arrive effectivement à la fin des années 60, à la fin des années 50, tout début des années 60, là où ma grand-mère a commencé effectivement à créer ce parc zoologique. Donc c'est pas vous en fait qui avez créé, d'accord. Ah non, je sens une grande déception, mais non, moi j'ai rien créé, moi vous savez, je suis un besogneux, je dynamise, je fais grandir, j'adapte, je fais évoluer, mais non, c'est ma grand-mère qui, avec mon grand-père, comment dirais-je, a créé ce... Alors à l'époque, c'était pas du tout l'idée de créer un parc zoologique, mais si vous voulez qu'on en parle maintenant, de l'origine un peu du parc, parc zoologique, qui est d'ailleurs un peu amusant, parce que c'est une anecdote assez drôle, puisqu'on est donc à l'après-guerre. Bon, il y a plusieurs, pas problématiques, mais plusieurs choses qui ont beaucoup évolué. À partir des années 30, vous avez effectivement les congés payés qui apparaissent, les gens voyagent de plus en plus. Ensuite, après la Deuxième Guerre mondiale, vous avez une évolution dans l'agriculture avec une grande mécanisation, mais également des problématiques liées à l'agriculture. Et ces grands domaines historiques comme la Bourbansais étaient des domaines agricoles et vivaient principalement de leur agriculture.
révolution entre guillemets agricole, donc ça devenait compliqué de faire en sorte de continuer sur les traces centenaires qu'avait connues ce domaine agricole. Donc c'est par une heureuse circonstance, si vous voulez, que mon grand-père donc a épousé une passionnée de nature, une passionnée d'animaux, et donc quand mes grands-parents ont commencé à s'installer à la Bourbansais, ma grand-mère, qui avait quand même un grand jardin, a commencé à avoir quelques animaux, des animaux très simples, hein. On parle de canards, on parle de petits oiseaux, etc. Et il y avait sa sœur, qui malheureusement, a perdu son mari. Ça a été un des premiers officiers fusillés pendant la Première Guerre mondiale. Elle ne s'est jamais remariée. Et elle s'est mise à beaucoup voyager. Alors on est là dans les années 40-50, le droit de vote des femmes c'est particulier, etc. etc. Une femme qui voyage, c'était quand même assez curieux. Bon, très bien. Et donc ma grande-tante voyageait beaucoup. C'était le début des voyages, le début des safaris. Et elle disait à sa sœur, oh c'est merveilleux, j'ai été au Kenya, j'ai vu des animaux, j'ai vu ceci. Je vous rappelle que quand même dans nos campagnes à cette époque-là, très peu de gens avaient la télévision. Très peu de gens avaient la télévision, on n'avait pas la télévision. Et donc ma grand-mère s'est dit quand même, elle a de la chance, c'est le voyage. Moi j'ai épousé un vieil aristocrate breton, je reste dans mes campagnes, etc. Je ne peux pas aller voir les animaux, on va dire, in situ, mais je vais les faire venir chez moi. Et donc très naturellement, ma grande-tante a commencé à rabattre un certain nombre d'animaux. À l'époque, je vous rappelle qu'il n'y avait pas du tout de réglementation sur les animaux, et donc elle s'est forgée comme ça une petite collection animalière totalement privée, avec des animaux. Alors tout au début, il y avait des yaks, il y avait quand même des gibbons, il y avait un certain nombre d'animaux un peu originaux, mais il y avait peut-être une quinzaine d'espèces dans des environnements qui sont encore qu'on devine encore aujourd'hui. Et puis tout ça, donc on causait, comme on dit, dans le Landerneau, parce qu'effectivement, encore une fois, pas de télévision, etc. Les gens n'avaient pas vu ces animaux. Et donc ils venaient très naturellement, c'était pas du tout agencé pour accueillir du public. Et puis il y avait de plus en plus de monde. Le dimanche, notamment après-midi, dimanche après-midi, les gens venaient. Et puis ma grand-mère a une idée en disant, bah, écoutez, tout ça, ça finit par me coûter relativement cher. Et donc on va mettre une petite urne, comment dirais-je, à la sortie de la visite, en disant, bah, si vous voulez nous aider à nourrir tous ces animaux, mettez ce que vous voulez dans l'urne. Et mon grand-père n'y croyait pas trop, en disant mais mon ami, il faut mieux effectivement qu'on continue notre agriculture. Et alors le premier dimanche, quand il y a eu un petit peu de monde, on est au tout début des années 60, 61, 62, elle a ouvert la cagnotte la première fois, et elle a été voir son mari en disant bah, regardez un peu, ça c'est l'avenir. Alors voilà, et c'est comme ça qu'a commencé l'histoire de la Bourbansais, parce que les gens venaient de plus en plus, et alors après ça s'est organisé, mais l'origine du parc de la Bourbansais, c'est cette passion et cette originalité donc, de cette femme incroyable qui était ma grand-mère. Voilà. Eh ben c'est pour savoir. Ouais. C'est amusant. Donc vous avez finalement gardé le zoo quand vous avez tout hérité, quoi. Alors, c'est plus compliqué que ça, parce qu'il y a quand même la génération du milieu. Avant, il y a les générations de mon père. Donc, voilà. Alors, mon père, et donc, notamment, ça va peut-être un peu nous intéresser en droit, parce qu'effectivement, mon père, lui, travaillait dans l'immobilier. C'était un ingénieur brillant. Il travaillait dans l'immobilier. Et puis, il a donc lui-même hérité de cette maison, comment dirais-je, avant moi, avec un parc zoologique qui commençait à grandir un petit peu, parce que en 62-63, c'était pas du tout organisé. En 65, ça l'était un peu plus. Et vraiment, en 67, ça l'était bien. Il y avait déjà une billetterie, des heures d'ouverture, de la communication. Ça ressemblait à ce que c'est maintenant. Voilà, en microscopique avec les mœurs et les us et coutumes de l'époque. Et d'ailleurs, on se disait, mais ces horlogeries sont complètement fous. Ils ouvrent leur propriété, ils font venir du monde le dimanche. C'est quand même curieux, etc. Maintenant, beaucoup de personnes qui ont une maison comme ça voudraient avoir une activité pour entretenir la maison. Et donc voilà comment est-ce que ça... Donc mon père, lui, a géré un petit peu tout ça. Et il a été le fondateur de l'association privée qui était l'ANPZ, l'Association nationale des parcs zoologiques privés. Parce qu'effectivement, il y avait un certain nombre de personnes qui étaient des privés, donc il n'y avait pas beaucoup de zoos à l'époque. Je vous rappelle qu'il n'y avait pas beaucoup de zoos. Des zoos et des plus grands que l'on connaît aujourd'hui n'existaient pas. Le zoo de Beauval n'existait pas, le zoo de la Palmyre n'existait pas, le zoo d'Amnéville n'existait pas. Enfin, il y avait et donc, c'était un certain nombre de personnes qui se sont réunies en association. Il y avait une dizaine de propriétaires. En général, ils étaient d'ailleurs propriétaires de demeures historiques
historiques ou d'environnements un peu particuliers et se sont regroupés en association. Et mon père a donc été un des fondateurs de cette association. Il en a pris la présidence assez tôt et c'est notamment lui qui a, comment dirais-je, on fait un bond puisqu'on est en 73, vous savez la convention de Washington, que vous avez peut-être un peu travaillé à regarder. Et donc en fait, mon père a été président de cette association des eaux, qui était quand même importante dans ce milieu-là. Et c'est lui qui a, comment dirais-je, connu cette période quand il a fallu adapter, comment dirais-je, la réglementation à la réalité existante. Et lui, il estimait que tous les membres de son association devaient, comment dirais-je, bien évidemment répondre aux nouveaux critères de la Convention de Washington. Et donc, vous avez toujours, quand il y a une nouvelle réglementation, vous avez une période d'adaptation qui est un peu délicate. Et donc, tout ça, c'est lui qui a piloté ça. Il a également piloté les premières campagnes anti-zoo qui étaient menées notamment par Brigitte Bardot, ce qui a fait beaucoup de bien à la profession. C'était très nécessaire, c'est une très bonne chose. Donc, il a eu à piloter ces dossiers. Et ensuite, il a passé la présidence de l'association à d'éminents présidents qui ont été, j'étais tout gamin à l'époque, je m'en souviens très bien, Claude Caillé du zoo de la Palmyre et Françoise Delors depuis. J'ai entendu parler du zoo d'Amnéville. Oui. Alors je sais que c'est un zoo, c'est le premier zoo que j'ai vu, c'est le premier et le deuxième c'était celui-ci. Hein, donc, très bien. Je suis pas un grand habitué des zoos. Je sais que c'est un zoo privé. Oui, bien sûr. Totalement privé. Oui. Où est-ce qu'on en est ici à la Bourbancée? Ah ben c'est totalement privé. Totalement ici, privé aussi. C'est un zoo totalement privé. Voilà, oui, c'est le. Parce qu'il y a des subventions pour le château. Alors, il y a des subventions pour le château quand on réalise un certain nombre de travaux de restauration. Ouais. Comme je vous le disais tout à l'heure au début de notre entretien, le château de la Bourbancée est un monument historique donc classé. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment, la collectivité publique a estimé que c'était un patrimoine suffisamment important pour la collectivité et a décidé de le classer. Donc ça fait qu'on a une co-responsabilité avec l'État, moi et l'État, à gérer ce patrimoine. Et de la même façon que l'État peut m'obliger à faire un certain nombre de travaux s'il y avait des périls, eh bien la réciproque est vraie. Et donc la subvention, c'est pas pour le fait du prince, c'est pas pour ceci, c'est vraiment pour participer, faire en sorte que ce patrimoine qui pour l'instant, c'est pour ça que tout à l'heure je disais détenteur précaire, parce qu'effectivement ça serait très égoïste de vouloir le garder pour soi. Non, regardez, vous avez aujourd'hui, je sais pas, eu entre 1000 et 1500 personnes aujourd'hui à venir, donc c'est fait pour le partager. Et donc c'est normal si on veut transmettre un certain nombre de choses à nos enfants, que ce soit de l'ordre du patrimoine, mais le patrimoine architectural. On pourra parler du patrimoine génétique avec les animaux tout à l'heure. C'est un peu la même philosophie. Et là, on anticipe un peu. Mais voilà, la Bourbancée, l'idée que j'ai de la Bourbancée, c'est que la Bourbancée soit une espèce de... Alors, c'est pas très sexy et pas très vendeur, mais de conservatoire. Conservatoire du patrimoine par le château, conservatoire des traditions par les spectacles, conservatoire, comment dirais-je, des animaux, avec notamment le rôle moderne des parcs zoologiques, et on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Où effectivement, ça c'est important. Mais oui, autant il y a des subventions au titre de la collectivité. Mais par contre, donc pour la partie historique, mais sur la partie zoologique, on n'a absolument aucune subvention, notamment de fonctionnement, y compris d'ailleurs sur le parc zoologique, sur le château non plus. Sur le fonctionnement, on n'a absolument aucune subvention. C'est que quand on fait des restaurations. Parce que là, ça va être le zoo qui va nous intéresser, parce que Basile veut absolument monter un zoo, il me semble. Très bien. Et mais par contre, il n'a pas un denier. Hein, vous savez, mais c'est possible parce que moi, j'en avais pas. Moi, j'avais même des dettes, vous voyez. Donc, quand j'ai des dettes aussi. C'est vrai. Venez me voir. Mais j'en ai encore, je vous rassure. Mais bon. Et on vit très bien avec. Hein. Donc moi j'ai monté une première entreprise et je pense que ça n'a rien à voir avec le fait d'ouvrir un parc zoologique parce que je me suis un peu renseigné et le business plan par exemple n'est pas du tout le même. Enfin c'est hyper compliqué de faire un business plan. Alors pour m'amuser j'ai voulu faire un business plan pour monter un zoo. Il n'y a aucune information sur le net sur les coûts d'entretien annuel par exemple ou même journalier d'un animal, sur le coût d'un animal. Enfin je sais même pas si on peut les acheter ou si on doit les échanger. Enfin il n'y a aucune info sur le net, donc est-ce qu'il faut être qualifié peut-être pour... j'ai trouvé sur le net qu'il fallait être qualifié, mais est-ce qu'être vétérinaire ça suffit? Est-ce qu'il faut s'entourer? Enfin voilà, c'est pas mal de choses comme ça. Donc première question déjà, est-ce qu'il faut être qualifié? Je suppose que oui. Il faut être très qualifié, il faut être brillant, il faut être travailleur, intelligent. Il y a des études, des diplômes obligatoires? Non, il n'y a pas de diplôme obligatoire. Pour être directeur de parc zoologique, vous avez une seule obligation qui n'est pas la moindre, c'est d'être détenteur du certificat de capacité. D'accord. Et pour être détenteur de certificat de capacité, eh bien vous avez un certain nombre bien évidemment de connaissances. Là, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. C'est une commission. Vous êtes convoqué à une commission nationale, comment dirais-je, à Paris, au ministère de l'Environnement.
Et vous avez, comment dirais-je, un aéropage de personnes très qualifiées sur effectivement la taxonomie, sur la réglementation, sur la connaissance animale, sur un certain nombre de choses. Et là, on va, comment dirais-je, tester le candidat, l'aptitude du candidat. Non pas à être vétérinaire, non pas à être, mais à être, comment dirais-je, un bon manager d'entreprise et donc de pouvoir, comment dirais-je, s'entourer de compétences et voir si la personne est, comment dirais-je, compétente. Moi, je suis comme vous, j'étais en formation, j'étais en droit. Parce qu'on fait, alors on est passé de l'époque gallo-romaine au rattachement de la Bretagne. Est-ce qu'on en profite la pas pour faire grand-mère, voilà. Non, il y avait déjà le parlementaire avant, parlementaire, la grand-mère, le père, et puis maintenant on peut parler de ma pomme. Alors, on va essayer de laisser la parole aux enfants qui veulent poser des questions à tout moment. Donc on a décidé de mettre une priorité aux enfants. Ah, mais c'est normal. C'est comme ça. Moi je mets une priorité aux animaux, mais les enfants c'est pas mal non plus. Non, mais elle va vous poser une question. Ah bon, très Et vous bien. allez lui répondre. Ah, bah, je vais vous répondre. C'est une question de Pauline. Une petite question de Pauline. Tu peux venir, Je Pauline? t'en Bonjour, donne. Pauline. Et dans le micro. Dans le micro, bien droit, dans le micro. Oui. Alors, combien il y a de félins en tout dans le zoo? Combien il y a de félins? Alors il y a un certain nombre d'espèces. Il doit y avoir 7 espèces de félins et ça doit faire une comment dirais-je, une vingtaine d'individus. Vingtaine de félins. Vingtaine de félins. Et Tu c'est les quoi as vus, tu as vu les plus gros, tu as vu les plus petits, tu as vu. Oui. Est-ce que tu as vu le plus petit à la Bourbonçais? Le plus petit des félins. Je sais Si tu pas. l'as vu forcément, c'est la panthère longibonde. Non. C'est la plus petite des panthères. Tu vois. Non. Et le plus gros? Le plus gros? Allez, t'as Le soufflé. tigre. Yes, le Bravo. tigre. Le tigre. Ouais. Ouais. Tu as vu que c'était un costaud. Le Oui. papa tigre, il peut faire jusqu'à 220 kg. Donc tu vois, ça, le tigre de Sibérie qui est le plus gros. Parce qu'il y a son cousin qui n'est pas du tout de la même région, qui est le tigre de Sumatra, qui est le plus petit, qui est quand même qui est plus petit, mais qui fait quand même qui peut faire jusqu'à 140-150 kg, mais qui est beaucoup plus agile. Voilà. Et Pauline, c'est quoi toi ton animal préféré ici? Le tigre. Le Le tigre. tigre, c'était le tigre. Ah ouais, bah c'est- Bon, il a pas eu trop chaud quand même. Est-ce qu'il a été dans son bassin nager un petit peu parce qu'il a dû Non, avoir mais chaud il aujourd'hui. était à Londres, il faisait la sieste. Ah bah il a bien raison. Tu vois, Alors voilà. alors qu'il y a un léopard depuis là cette année, si j'ai bien compris. Depuis plusieurs années, mais il y a les panthères. C'était la- notre nouveauté de c'était l'année la nouveauté dernière. de l'année Non, c'était dernière, la nouveauté d'accord. de l'année dernière, les panthères absolument. D'accord. Les panthères longibondes. Eh ben merci Pauline. De rien. Merci. Faut bien comprendre que donc là faut s'y connaître. Ce monsieur s'y connaît beaucoup en animal parce que justement donc faut s'y connaître quand on ouvre un zoo. D'accord. C'est vrai que ça me manque peut-être. C'est quelque chose Ça, qui manque ouais. beaucoup de lacunes. Ah, bah, C'est vrai. j'ai des bons souvenirs, effectivement. Donc, je vous parlais de passer sur cet aéropage de spécialistes. Et la première question qu'on m'a posée, alors c'est que vous êtes déjà drôlement impressionné, parce que moi j'étais juriste de formation. J'ai passé 2 maîtrises de droit, que j'ai d'ailleurs pas eu, mais je les ai en tout cas passées. Parce que j'ai commencé à m'occuper de la Bourbonçais, justement au début de ma première maîtrise, parce que dans des circonstances un peu où mon père est tombé un peu malade, etc. Et donc il n'a pas pu très bien. Et effectivement, donc honnêtement en droit, je connaissais un petit peu le droit, mais effectivement du genre. Alors j'ai toujours baigné ici quand même. L'environnement, le zoo, j'ai toujours été ici. Et quand on est quand même jeune homme, j'avais à l'époque 22 ans, et donc on me demande, l'administration me demande de dire, ben voilà monsieur, vous prenez ce parc, comment dirais-je, en responsabilité. Ma grand-mère était, comment dirais-je, malheureusement très malade et ne pouvait plus beaucoup m'aider. Mon père était lui aussi malade, donc c'était un peu compliqué. Donc le seul qui pouvait prendre la destinée, c'était moi. Mais pour être, encore une fois, directeur de parc zoologique, il faut être détenteur du certificat de capacité. Donc j'ai dit, banco, allons-y. Bon, très bien, mais donnez-moi des bouquins, donnez-moi quelque chose. Comment est-ce qu'on devient directeur? Ouais. Eh bien, il n'y a pas de bouquin, il n'y a rien. Et vous passez devant cette commission et ils vous interrogent comme ils veulent. Alors, effectivement, il faut connaître un peu de législation, un peu d'animaux, etc. Puis, comme j'aime bien faire les choses relativement à fond quand je les fais, je me suis mis un petit peu à reconnaître un mâle, une femelle, tout ça, c'est compliqué. Mais bon, il y a des choses plus sympas. Et donc, je me souviens, la première question, voilà, monsieur Langeril, combien y a-t-il de sous-espèces de flamants roses et leur répartition dans le monde? Ah oui, donc c'est quand même assez technique. C'est quand même assez technique, très bien. Voilà, pouvez-vous nous parler? Deuxième question. Donc, alors la première question, j'en avais oublié 2, donc voilà, j'ai dit très bien, on apprend. Alors vous pouvez venir avec vos codes, etc. C'est pas non plus là. Deuxième question, qu'est-ce que pouvez-vous nous parler? Qu'est-ce que c'était? Pouvez-vous nous parler de la reproduction chez les marsupiaux et spécifiquement chez les wallabies? Si on a lu un petit peu, on peut essayer de voilà. Mais donc tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'effectivement, moi j'ai toujours eu la philosophie qui est la suivante. Alors il faut savoir que la notion de certificat de capacité, c'est spécifique à la France.
Vous avez quelque chose, moi, qui me plaît beaucoup plus en réglementation, notamment en Angleterre, qui est le système de la licence. Parce qu'aujourd'hui, je suis détenteur du certificat de capacité, et donc on m'a reconnu des capacités limite à vie. Mais ce que je fais à 25 ans, parce que je suis ça évolue, quoi. etc., Ouais. puis je peux très mal le faire à 50. Alors que le système de la licence que vous avez en Angleterre, c'est vous passez sur le grill avec toute la complexité de la problématique de trouver qui juge, comment on juge, etc. Mais tous les 10 ans, vous repassez sur le grill, et puis tous les 6 ans, vous repassez sur le grill, et on dit, voilà, sur le terrain, qu'est-ce que vous faites? Parce que là, ça se passe à Paris, et voilà. Et donc, on m'a donné cette capacité, alors dans un premier temps, à titre probatoire, et j'ai dû repasser donc dans un second temps. Ça s'est fait systématiquement, parce que j'étais quand même très jeune, et une fois qu'on vous donne cette capacité, on vous la donne à vie. Et si vous n'avez pas cette capacité, vous ne pouvez pas exercer le métier de directeur de parc zoologique. Alors, vous avez des gens très compétents, qui sont peut-être de formation vétérinaire, qui sont aptes à avoir ce certificat de qui peuvent diriger un parc zoologique, mais le vétérinaire, c'est le spécialiste des animaux malades, et donc vous avez et pas forcément des animaux. Par exemple, moi, la vie a fait que j'ai pu avoir l'opportunité d'ouvrir un deuxième parc, donc j'ai demandé à mes collaborateurs ici d'avoir eux-mêmes un certificat de capacité, et il faut savoir que ceux qui ont chez moi sur mes deux parcs la capacité, ce sont en fait des éthologues de formation, ce sont des biologistes, ce sont des éthologues. Voilà. Pas forcément le vétérinaire. Par contre, on a l'obligation, ça fait partie des obligations des directeurs de parcs zoologiques, c'est de passer un contrat avec un vétérinaire, ce qu'on appelle un vétérinaire sanitaire, pour avoir, comment dirais-je, toute l'environnement sanitaire qui est suivi par un professionnel. Ça, c'est et donc ça, c'est externalisé. Enfin, je veux dire, le vétérinaire, il est extérieur aux zoos. C'est pas un de vos employés. Chez moi, non. Chez moi, il est externalisé. Par contre, j'ai des confrères qui ont un point de vue différent, qui ont une collection plus importante. Ils ont des vétérinaires salariés. D'accord. Mais en tout état de cause, la législation est suffisamment bien faite pour que le vétérinaire salarié ne puisse pas être le vétérinaire sanitaire. Voilà, oui, ok, d'accord. Oui, c'est normal. Pour garantir un peu, parce que si vous avez un pouvoir hiérarchique sur votre salarié, et donc là, le vétérinaire sanitaire, il est garant, de la bonne politique sanitaire des animaux. Donc, d'accord. Basile, pour ce zoo, ça avance? Oui, j'ai encore deux petites questions. Ah ouais, vas-y. Même pas, j'avais une question sur le fonctionnement en interne, mais maintenant je pense déjà avoir la réponse, vu que c'est un parc privé. Je voulais juste savoir si ça fonctionne comme une entreprise finalement en fait. C'est une entreprise. Vous êtes immatriculé. Nous sommes immatriculés au registre du commerce. Voilà, c'est une entreprise. Et alors, sous quel type de société ça? Alors, c'est une société d'exploitation classique. Alors là, moi, c'est une URL. Ouais, c'est le URL, Château et Parc Zoologique de la Bourbansais, qui elle-même dépend et est une filiale d'un holding qui est au-dessus, classique, avec tout ça. Donc, on a commissaire au compte, on a cabinet comptable. Non, c'est une entreprise totalement privée qui répond aux règles et aux obligations des entreprises privées, dépôt des comptes annuels, etc. Et justement, nombre de mètres carrés par cage, trucs comme ça? Alors ça, c'est totalement autre chose. Alors ça, c'est quelque chose qui a évolué. Et si vous voulez qu'on fasse un peu d'histoire, effectivement, dans la réglementation, les premiers arrêtés de 78, c'est-à-dire l'application en droit français de la Convention de Washington, on a déterminé un certain nombre de minimums. On disait par exemple, c'est un exemple dans l'absolu que je vous donne, des loups, il faut au minimum que ça soit présenté dans 200 mètres carrés. Le problème de mettre des normes, c'est que les 200 mètres carrés qui étaient un minimum deviennent une référence. Et donc on se disait, moi je vais mettre 230 mètres carrés, comme ça je vais être 15% au-dessus de la norme. Et ça faisait des choses là. Mais pendant longtemps ça a été ça. Et donc ce sont les arrêtés, de 2004 qui ont fait prévaloir justement et ont donné beaucoup de poids au détenteur du certificat de capacité, parce que c'est à lui, de prendre en considération les besoins pour le bien-être animal. Donc il n'y a plus de règles. Ce qui est important, c'est pas de savoir combien de mètres carrés, c'est de savoir si l'environnement est adapté à l'animal que vous détenez. D'accord. Et ça, effectivement, c'est l'expérience, c'est un certain nombre de connaissances. C'est pour ça qu'on voyage beaucoup. On va voir un peu ce qui se passe chez les uns, chez les autres. Il n'y a pas beaucoup de parcs zoologiques que je ne connais pas en France. En Europe, j'en ai fait quand même un certain nombre. Donc effectivement, on voyage beaucoup, on se renseigne, on discute. On a des associations avec lesquelles on échange beaucoup. Ouais. Vous avez l'association européenne des zoos aquariums, vous avez un certain nombre de choses. Et maintenant, vous avez même au niveau européen, vous avez ce qu'on appelle des guidelines. C'est-à-dire que sur certaines espèces qui sont très sensibles, qui font partie notamment des EEP, ce qu'on appelle les EEP, c'est les programmes d'élevage européens, vous
vous avez effectivement des recommandations d'environnement où on dit il faut de l'eau, il faut telle hauteur de grillage, tel ceci, cela, pour la maison de nuit il faut telle chose, etc. Et du coup, il y a des inspecteurs qui viennent des fois pour analyser Bien sûr, il y a les inspecteurs. Alors vous avez deux types d'inspections. Vous avez une inspection qui est, comment dirais-je, qui est administrative, qui est réglementaire. Donc notre administration de tutelle, c'est anciennement les DSV, c'est les DSCPP qui viennent, et donc vous avez des inspecteurs qui viennent regarder un petit peu comment ça se passe. Et puis vous avez à côté de ça des inspections, comment dirais-je, qui sont plus associatives, mais qui sont pour nous vraiment très importantes, parce que c'est celles qui nous permettent ou pas de valider notre maintien à l'association, notamment l'EASA, l'association européenne des eaux. Donc c'est le regroupement des eaux européens. Vous avez à peu près 300 établissements dans toute l'Europe qui font partie de cette EASA, et eux, ce sont vraiment des spécialistes qui connaissent parfaitement le milieu des eaux et qui nous fixent des conditions de détention assez importantes, et notamment c'est fondamental, parce que c'est avec cette EASA qu'on va pouvoir comment dirais-je, faire des échanges entre professionnels, parce que pour répondre à la question que vous disiez tout à l'heure, bien évidemment, on ne prélève plus aucun animal dans la nature, c'est strictement interdit, bien évidemment, et heureusement. Donc ce sont des échanges qu'il y a entre parcs zoologiques. Pourquoi des échanges et pas des ventes? Parce que justement, pour lutter contre le trafic, on ne donne pas de valeur aux animaux. Oui, moi, avec mes collègues, mais non, je ne donne pas, il n'y a pas de valeur. J'échange un loup contre une girafe, qui m'échange un fourmilier, et ça, c'est mis dans une bourse européenne, et on s'échange les animaux. Mais pour s'échanger les animaux entre nous, on veut faire en sorte qu'on soit sûr que nos animaux, auxquels on tient comme à la prunelle de nos yeux, soient mis en dépôt, soient donnés, parce qu'il y a soit la mise en dépôt, soit le don, à des professionnels qui sont compétents et qui ont cet agrément. Alors par pays, c'est un peu différent. Et donc nous, moi, une des premières choses que j'ai fait quand j'ai pris la direction de la Bourbansais, qui était un zoo qui était un peu ancien, alors ça a à la fois un privilège, mais ça a aussi des inconvénients, c'est que les infrastructures sont puissantes, c'est pour ça que tous les ans on a beaucoup investi. Mais moi, une des premières choses que j'ai faites, j'ai voulu faire un peu table rase du passé, partir sur des bases saines et faire venir cette EASA. Et donc on a été, en 1998, on a été membre, dans un premier temps temporaire de l'EASA, et confirmé, 2 ans plus tard. 2 ans plus tard. Donc le léopard, il a été échangé contre, par exemple, Exactement. Alors, un loup. Oui, mais si ce n'est que dans cette bourse-là, je n'ai pas échangé. C'est-à-dire que c'est très, il n'y a pas d'échange. J'ai reçu, ces panthères longibandes, parce qu'il y a un coordinateur qui voulait. Et d'ailleurs, donc vous voyez, c'est pas un échange. Mais par contre, moi, si demain j'ai une naissance en girafe, par exemple, j'ai fait partir des girafes. Vous pouvez la mettre en dépôt. Je la mets en dépôt, je l'ai donnée à des collègues. Alors, ça peut être les girafes. Où est-ce que j'en ai donné des girafes? Je crois que c'est aux eaux de Libérec, en République tchèque. On a donné une girafe. Voilà. Bon, c'est comme ça. Ça fait partie, des échanges qu'il y a. Donc, on ne donne pas de valeur. Okay. Donc, comme ça fait qu'il n'y a pas de trafic. Alors il existe des marchands, mais donc on peut vendre, il y a la réglementation, il y a des animaux que vous pouvez vendre, mais nous, par exemple, en parc zoologique, on va au-delà de la loi, parce qu'on s'interdit de vendre les animaux. Même si la loi nous autorise, on ne veut pas les vendre. Ouais, donc c'est plutôt coutumier entre parcs zoologiques, quoi. Voilà, c'est un code de déontologie qu'on s'est fixé entre membres de cette EASA. La contrepartie de ne pas vendre ces animaux, c'est qu'on s'échange ces animaux pour les reproduire, et donc ça permet. Donc vous voyez l'importance pour nous de faire partie de cette EASA. Eh ben, j'avais bien travaillé, parce que moi j'avais noté AZEDA et EASA sur mon papier. Oui, mais tu avais surtout des prononciations, je crois. Oui. Ça veut dire quoi, la première? AZEDA, c'est Association of Zoos and Aquariums. Voilà. C'est celui qui a l'accent le plus nul, quoi. Voilà. C'est vrai. Mais en tout cas, c'est bossé quand même. Voilà. Alors, le deuxième. Pour ceux que ça intéresse. Vraiment? Oui. European Association of Zoos and Aquaria, pour le coup. Of Zoos. Alors ça, c'est la fameuse EASA dont je vous parlais, qui est vraiment là. Et vous avez la WASA, qui est la World. D'accord, Association of Zoos. C'est-à-dire que le fonctionnement européen que vous avez au niveau de l'EASA, où on a vraiment une connaissance parfaite de toute la population captive d'animaux. On puce chaque animal, on a son suivi vétérinaire, etc. Ça, c'est fait par l'EASA. Ça nous coûte une fortune, mais c'est vraiment fondamental dans notre métier, essentiel dans notre métier. Vous l'avez sur chaque continent. Donc maintenant, on fait non seulement des échanges avec des confrères européens, mais sous le contrôle de la WASA, on fait des échanges avec maintenant un intercontinent.
voyez, Ah, mais c'était- c'est le Et petit du peu- vent là, Bourban. Voilà, il y a du vent, c'est très Ah, bien. c'est bon, écoute. Et donc c'est dans le monde entier. C'est dans le monde entier. D'accord. Et donc là après c'est sur la gestion de collection parce que alors je sais pas si on va en parler, mais pourquoi la raison d'être des parcs zoologiques. La raison d'être des parcs zoologiques. Alors ça a été d'ailleurs consigné dans la réglementation, notamment la réglementation actuelle, ce sont les arrêtés de 2004. Pourquoi un zoo en fait Parce qu'il y a 50 ans, un zoo c'était pour son plaisir un peu personnel. Là, maintenant, c'est C'était une peut-être collection, quoi. Pour l'éducation. Alors ça fait partie. Vous avez la réglementation qui fixe. C'est pour ça que si vous voulez déposer un dossier pour créer un parc zoologique, il faudra non seulement avoir les compétences techniques, mais il faudra aussi avoir un projet. Il faut une motivation. Il faut une motivation, un projet. Et aujourd'hui, vous avez des missions de service public, comment dirais-je, qui sont attribuées à des entreprises privées d'ailleurs, ce qui est assez Les original. SPIC et... Voilà. Les SPIC et les spas. Ouais, c'est Voilà. ça. Mais là, Et c'est donc- un SPIC. Voilà, et donc, vous avez... alors, c'est le SPIC qui m'a perturbé. Mademoiselle, vous m'avez perturbé, je ne sais plus ce que je disais. Mais que par exemple, il faut accepter les écoles. Alors, qui est le oui. cas en tout cas pour ici avec. Il y a même des activités qui sont organisées. On parlait des rôles, des missions fondamentales qui appartiennent au parc zoologique. D'abord, vous avez une mission, on ne va pas se mentir, de divertissement et de connaissance. Ça, c'est important. On vient au zoo pour se distraire. Oui, mais c'est surtout pas suffisant. C'est plus suffisant. Et ça n'est en tout état de cause pas la raison fondamentale. Aujourd'hui, la raison fondamentale, comment dirais-je, des parcs zoologiques, c'est la conservation des espèces menacées. Ça, c'est D'accord. notre cheval de bataille, c'est que les parcs zoologiques doivent être des conservatoires, comment dirais-je, génétiques de ces populations. Parce qu'on sait très bien, les scientifiques l'ont, comment dirais-je, parfaitement démontré, que si dans une espèce définie, vous avez 500 individus, vous avez moins de 500 individus qui génétiquement sont différents, on sait que l'espèce, à terme, et quand je dis à terme, c'est 30, 40, 50 ans, sera vouée à la disparition. Donc le rôle des parcs zoologiques, c'est d'être un réservoir, comment dirais-je, de ces populations, captives. C'est la connaissance. Vous parliez des écoles tout à l'heure, effectivement, c'est l'éducation à la biodiversité, parce que bien évidemment, quand on parle d'animaux, on parle d'environnement, on parle de biotope, on parle d'écosystème. Et donc ça, c'est une prise de conscience qu'on a. Donc ça, c'est une mission de service public qu'on a. Et on a l'obligation d'avoir des panneaux pédagogiques, on a des activités, on a comment dirais-je, des animations pédagogiques pour les écoles. On reçoit à peu près 10 000 scolaires par an à la Bourbançaise, ce qui n'est pas rien. Et sur ces 10 000 scolaires, vous en avez un peu plus de 2500 qui font ce qu'on appelle les ateliers pédagogiques. Alors la chaîne alimentaire, le bec, etc. Donc et de façon très ludique et je dirais in situ. Ça, c'est les problèmes de conservation, parce qu'on dit, bah oui, d'accord, mais pourquoi l'enfermement des animaux ? Parce qu'il y a deux types de conservation. Tout le monde serait super d'accord pour dire que ça serait dans un monde idéal, la conservation, il faudrait la faire, comment dirais-je, in situ, c'est-à-dire dans le milieu d'origine. Bien évidemment, c'est magnifique. Mais quand par exemple, à Madagascar, on fait de la déforestation à tout va, il n'y a plus d'habitat. Donc les animaux n'ont plus d'habitat. Donc il faut bien leur en trouver un. Et on trouve les parcs zoologiques, certains parcs zoologiques. Donc c'est pour ça, vous avez des détracteurs de nos parcs zoologiques. Moi je veux bien. Qu'est-ce qu'on fait à côté ? Faites des propositions. Chez nous, vous savez, on a les gens, on a les faisous et les disous. Eh bien moi je suis plutôt à faisous. C'est-à-dire que je laisse parler et blablater un certain nombre de personnes avec des théories fumeuses. Moi j'agis. Alors, effectivement, du mieux possible. Mais en tout cas, chez moi, j'ai 17 EEP. Et en tout cas, pour ces 17 espèces, eh bien, je fais le maximum avec mes équipes pour faire en sorte que ce sont des espèces qui se reproduisent, qui soient en bonne santé et qui fassent l'objet d'échanges internationaux et pour faire en sorte de participer activement, comment dirais-je, à cette collectivité des parcs zoologiques pour la sauvegarde des espèces menacées. Ouais, j'ai vu aussi que vous avez organisé l'université d'été, donc c'est en août. Voilà. Où là, c'est une sorte de colloque avec des spécialistes d'animaux. Voilà, tout à fait. Ça fait la 3e année qu'on organise ça. C'est la 3e année. Voilà. Ouais. Oui, on est très actifs entre la fête des plantes, l'été d'université. Voilà, ça va intéresser Basile, ça. Fourmi, simple robot biologique ou animal doté d'une intelligence collective. Ah, Conférence. C'est intéressant. Alors ? Je dirais doté d'une intelligence collective. Je pense pas. Écoutez, vous savez, je vous propose quelque chose. Je vous invite l'un et l'autre
à venir à cette université d'été, et notamment sur les fourmis, vous aurez un spécialiste, Moi, je Raphaël Gamand. Lui, des fans des Je fourmis. suis passionné de fourmis, bizarrement. C'est Raphaël Gamand, qui est d'ailleurs quelqu'un que je connais bien et qui travaille sur certains dossiers spécifiques, notamment en matière de pédagogie pour moi à la Bourbansais et dans mon gros parc des Côtes d'Armor, le zooparc de Trégomeur, notamment qui est très pédagogue, et donc c'est un grand spécialiste des fourmis, et vous viendrez assister à sa conférence. Et le mieux, Avec c'est grand qu'il plaisir. y a aussi une conférence sur le poulpe. Ah. Et par contre, Le ça, c'est pas son animal préféré, c'est son plat préféré. Ah bon. Oui, ça, oui. Alors, effectivement, c'est peut-être un animal qu'on peut manger, mais bon, à la Bourbansais, on ne mange pas les animaux qu'on voit. Hein. Oui, c'est ça. Mais ouais. je rebondis sur quelque chose de sérieux. On parle de conservation. Mais d'un autre côté, quand on dit conservation, c'est la conservation des espèces, mais c'est aussi la conservation des milieux, on l'a dit, puis la conservation aussi des populations. Pourquoi est-ce que, par exemple, vous avez, on a eu des problèmes pour réintroduire, par exemple, le tamarin à tête jaune, comment dirais-je, dans la forêt brésilienne? C'est parce que là-bas, les populations, quand ils voient, ils les tuent pour les manger, parce que c'est de la viande. Donc la viande de brousse, toutes les problématiques de viande de brousse, c'est parce que là-bas, il y a du trafic, on mange de la viande. Donc la conservation, ça va très très loin. Commençons par faire en sorte que les gens puissent se nourrir correctement chez eux. On va revenir sur le droit des animaux parce que c'est quelque chose de très flou et Baptistine a essayé de chercher et t'avoueras que c'est pas clair. C'est embryonnaire, comme on peut le dire, parce que en tout cas en droit français, on a quasiment rien. On a eu une avancée qui a été saluée il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que c'était en 2016 ou 2015 si je me trompe pas. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas j'ai l'article. Pour une année près, au pire. Ouais. Non mais en droit des C'est animaux, récent. c'est important vu qu'il n'y a quasiment pas d'avancée. Quand on en a, on peut les souligner et s'en souvenir. Malheureusement, j'ai pas la date, mais j'ai l'article. Et le Code civil a maintenant introduit un nouvel article et qui considère maintenant les animaux comme des êtres vivants doués de sensibilité. Et donc, en droit, on avait les meubles, les biens meubles et les personnes. Et là, du coup, les animaux ne sont plus dans les biens meubles. Donc, du coup, ça peut poser des questions. Mais bon, pour l'instant, c'est embryonnaire et on n'a pas beaucoup de jurisprudence et on n'a pas beaucoup encore de cas en la matière. Du coup, j'allais vous poser des questions sur le droit des animaux. Déjà, une question assez générale. Qu'est-ce que vous pensez du droit des animaux ? C'est très important. Je disais, c'est même révolutionnaire, mais dans ce cadre-là, c'est un peu embêtant de dire que c'est très révolutionnaire. C'est très important parce que en droit, on a créé effectivement un statut juridique particulier pour ce qui n'était considéré il y a encore quelques années comme un meuble et ce qu'on ne considère pas encore comme, comment dirais-je, un humain, mais un être vivant, comme vous l'avez dit, doué de sensibilité. Une personne non humaine. Voilà, une personne non humaine douée de sensibilité. Donc c'est toute la problématique du bien-être, comment dirais-je, animal. Et donc, bien évidemment, ça fait partie c'est le sens de l'histoire, effectivement, que de prendre en considération ces évolutions. Et ça, c'est une sacrée évolution, comment dirais-je, qu'il y a eu, notamment qui a des répercussions importantes dans notre métier, où effectivement, et le droit, malheureusement, arrive toujours un petit peu tard par rapport, quelquefois, aux mœurs. Et donc, nous, on a bien vu, dans ce milieu des parcs zoologiques, déjà depuis fort longtemps, que le public, alors les directeurs de parcs aussi ont beaucoup évolué, on en parlait tout à l'heure, effectivement, sur la dimension, sur le soin qu'on donne aux animaux. Je vous donne des choses un peu, des anecdotes assez amusantes. Autrefois, quand j'étais tout gamin, je soignais les animaux avec ma grand-mère, on faisait la tournée, alors on allait chercher quelques fruits dans les supérettes du coin, puis surtout, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait les rebuts, donc on avait des accords avec des grandes surfaces, et on prenait les fruits qui n'étaient plus bons à la vente. Alors effectivement, et on nourrissait nos animaux avec des fruits très sains, mais qui n'étaient plus bons à la vente humaine parce qu'ils étaient, comment dirais-je, cassés, etc. Fripés, voilà. Mais ils étaient bons. Le problème, c'est comment voulez-vous faire un régime alimentaire suivi et sérieux avec ne sachant pas ce que vous allez récupérer le lendemain. C'est pas possible. Donc aujourd'hui, effectivement, donc dans votre business plan, vous allez avoir sûrement des choses et il faudra acheter beaucoup de nourriture et de bonne nourriture. Aujourd'hui, c'est des vétérinaires, ce sont des biologistes qui font nos repas, animaliers et c'est très, très suivi. Donc ça, vous voyez, c'est une prise de conscience qui s'est faite dans le temps et maintenant, si ma pauvre grand-mère revenait, elle serait très heureuse parce qu'elle s'occupait merveilleusement bien des animaux, mais elle serait impressionnée de voir avec quel soin et je dirais même quel soin scientifique on prépare non pas le repas, mais quelquefois les repas des animaux.
Donc ça fait partie des évolutions et c'est une très bonne chose pour répondre à votre question. Merci d'y avoir répondu. Je suis un peu embêtée parce que vous avez répondu à plusieurs des questions que j'avais préparées. Que je me disais. Du coup, je suis un peu embêtée. Mais il me reste quand même des questions que j'avais préparées d'avance. Vous avez parlé du fait que dans le zoo, vous proposez des activités notamment pédagogiques pour les visiteurs. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous pensez que les visiteurs arrivent à avoir conscience en fait du fait que les animaux ne sont pas qu'un moyen de divertissement? Est-ce que vous les trouvez assez respectueux? Parce que c'est pour une expérience personnelle, d'un zoo que je ne nommerai pas, où les visiteurs tapaient sur les carreaux, criaient, les enfants criaient, personne ne disait rien, et j'ai trouvé ça assez choquant. Et je voulais avoir votre point de vue sur cette question-là. Est-ce que vous pensez que les visiteurs ont assez conscience du fait que les animaux ne sont pas des objets et qu'ils ressentent aussi des choses, et que quand les visiteurs se comportent d'une façon irrespectueuse, désagréable, ils le ressentent aussi comme un humain pourrait le ressentir? Bien sûr. Ça doit faire longtemps quand même. Parce que honnêtement, oui, moi j'ai vraiment, ça fait 30 ans que je suis dans ce métier. Et effectivement, le public prend de plus en plus conscience que le bien-être animal est quelque chose de fondamental. Vous avez toujours la brutie de service que vous allez voir effectivement, mais de là à en faire une généralité, vraiment non. Les gens sont de plus en plus conscients, mais ça c'est quelque chose d'ancien. Je vous parlais, vous savez, de l'après-guerre, etc. Les gens maintenant veulent sortir et veulent s'instruire. Que ce soit d'ailleurs, c'est vrai pour la visite du château, ça l'est de plus en plus pour quelque chose qui est encore plus populaire, qui est la visite du parc zoologique. Les gens veulent savoir, ils veulent avoir l'envers du décor. Vous avez vu tout à l'heure une équipe de soigneurs, de ce qu'on appelle soigneurs d'un jour, où ça c'est encore une étape supplémentaire. Ouais, On ne veut pas simplement voir, on veut comprendre. Et c'est notre rôle à nous aussi de dire, mais voilà, voir c'est très largement insuffisant. Parce que bien évidemment, on va au zoo pour se distraire. Mais venez au zoo pour vous distraire et de façon intelligente, pour en ressortir avec quelque chose de positif pour vous, pour vos enfants. Et soigneurs d'un jour, que l'on fait là, c'est encore quelque chose de plus. C'est comment est-ce qu'on soigne ces animaux? Comment l'envers du décor, ce qu'on ne voit pas. Et effectivement, et d'ailleurs, je vais vous dire, tous mes soigneurs, si d'ailleurs moi je vois quelqu'un qui fait ça, mais c'est juste pas possible. Et pour répondre encore, en vous parlant, je pense à quelque chose. La réglementation prévoit même, et ça c'est important pour que les auditeurs le comprennent, et c'est vrai qu'on a du mal quelquefois à faire comprendre ça aux visiteurs. Aujourd'hui, vous ne mettez pas un animal dans 50 mètres carrés pour qu'il soit visible. La réglementation nous impose à faire en sorte que quand on recrée un environnement, vous avez une partie de cet environnement dont l'animal peut se soustraire à la vue du public. Oui, d'accord. Donc c'est très bien pour le bien-être animal. Mais le visiteur, quand vous avez, par exemple, nous on a fait le dernier parc, je prends le dernier parc parce qu'il faut bien que je fasse aussi un peu ma promo. Oui. Au demeurant, vous êtes très sympathique, mais il faut faire un peu de promotion quand même pour les guépards de la Bourbancée de cette année. Eh bien, vous verrez qu'il y a un emplacement dans cet environnement de 1400 mètres carrés où effectivement, que vous soyez sur les deux points de vue que l'on a fait, je pourrais revenir sur ces points de vue, où vous ne voyez pas l'animal, parce que si l'animal n'a pas envie de se montrer, eh bien, il ne se montre pas. Quand on est venu, effectivement, on ne le voyait pas. On l'a vu. Par contre, on a vu celui qui dort tout le temps là. Voilà. Il était réveillé. Comment il s'appelle? Celui qui dort. Le petit panda Chine. Non. Celui qui est à l'envers là. Oui. Le paresseux. Le paresseux. Le paresseux. J'étais pas là, mais j'ai réussi à trouver. Le paresseux. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, justement, j'avais une question sur le fait, vous avez expliqué tout à l'heure que les zoos avaient un rôle pour protéger les espèces, vous nous l'avez bien expliqué. Et moi, j'avais une question, vous parlez justement des espaces pour mettre les animaux. Comment vous faites, en tant que directeur de zoo et avec votre équipe, vos collaborateurs, comment vous faites pour faire l'équilibre entre le fait de protéger les animaux, de les mettre dans un espace qui font qu'ils sont... qui vivent bien, qui sont bien. Contraints, je vais vous aider, contraints. Comment vous faites pour faire ça avec le versant qui est quand même négatif de la captivité, c'est le fait de les mettre dans des espaces qui sont toujours plus restreints que ce qu'ils sont dans la nature. Si on pense aux félins, les tigres, ils ont des kilomètres carrés de terrain. C'est pas possible dans un zoo d'avoir autant d'espace. Donc comment vous faites pour assurer ce bien-être pour les animaux? Alors déjà, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas faire d'anthropomorphisme déplacé. C'est-à-dire que là, votre analyse, c'est de l'analyse d'un humain. C'est l'analyse du mien qui a le mérite d'exister. Il est clair qu'on ne pourra très difficilement, alors vous avez quand même des expériences qui sont les parcs de vision, qui ne sont pas des parcs zoologiques, mais qui sont dans des environnements beaucoup plus fermés. On ne va pas se mentir. Le plus grand et le mieux on peut adapter, des environnements, le mieux c'est. Mais vous savez que beaucoup d'animaux se déplacent, et se déplacent même largement. Pourquoi ?
pas fondamentalement pour le manger, plaisir, quoi. mais exactement, pour manger, pour chasser, pour se nourrir. Ce qu'on évite de faire dans les parcs zoologiques, puisqu'on les nourrit avec des choses... Mais on est bien d'accord sur le diagnostic. On est d'accord sur le diagnostic. Après, la solution, si on pouvait, faire cette conservation dans le milieu naturel, je serais le premier. Moi, j'ai été souvent en Afrique du Sud, au Botswana, j'ai vu des réserves animalières, c'est l'idéal. Mais c'est très compliqué de le faire et vous avez des problématiques de braconnage, même dans les parcs zoologiques. Regardez ce qui s'est passé à Touareg avec ces deux pauvres malheureux rhinocéros. Donc, vous voyez ce que je veux dire, il y a la problématique de braconnage, donc c'est quand même compliqué. Donc, effectivement, c'est pas l'idéal. Mais au moins, c'est le fameux, vous savez, les faisous, les disous. Donc voilà. Alors par contre, comment est-ce qu'on fait? Ça, c'est une très bonne question. C'est que vous avez, les scientifiques qui travaillent, les éthologues. Qu'est-ce que c'est qu'un éthologue? Un éthologue, c'est le spécialiste du comportement animal. Et donc, bien évidemment, plus il y a des études d'éthologie et scientifiques sur telle ou telle espèce, plus on se les échange, et plus c'est notre rôle de directeur de parc zoologique ou de responsable de collection qu'on appelle des curateurs, eh bien de prendre en considération ces recherches pour faire en sorte que cette captivité soit le mieux possible, supportée par les animaux. Vous avez et puis vous avez des animaux qui supportent plus ou moins bien, la captivité. Ça c'est clair. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que depuis 30 ans, depuis 25 ans, il y a un effort sur le, en ce qui concerne les parcs zoologiques, sur la détention, la qualité de détention des animaux, les soins apportés aux animaux, qui est absolument incontestable, si vous voulez. Et ça, je pense que c'est apporté au crédit, et je pense qu'à côté de ça, tout le travail qui est fait en matière de recherche, de sauvegarde, de conservation, c'est à mettre vraiment au crédit des parcs zoologiques. Merci. Une autre question. Je continue sur mes questions. Est-ce que je suis un bon avocat? Oui, je suis partie sur ma lancée, donc je continue, on m'arrête pas. C'était pour vous poser une question. En fait, qu'est-ce que vous pensez? En fait, il y a eu une décision en 2014 d'un tribunal à Buenos Aires. Je le prononce pas très bien, mais Basile pourra le prononcer mieux que toi. Basile le prononcera mieux que moi. Buenos Aires. Très mauvais en accent. À Buenos Aires, en fait, où ils ont décidé, en fait, la décision de justice a décidé qu'un orang-outan allait être relâché parce qu'ils l'ont considéré comme une personne non humaine. Et est-ce que vous pensez qu'on peut se diriger vers là, dans ce sens-là, dans les années à venir en ce qui concerne le droit des animaux? Heureusement, on n'a pas attendu, nous les directeurs de parcs zoologiques, on n'a pas entendu la décision de Buenos Aires de 2014 pour faire de la réintroduction. En fait, ils l'ont libéré, c'est pour ça, du zoo. Oui, mais libérer du zoo, ça veut dire quoi? C'est dramatique. Je vais vous donner un exemple. Parce que quand un animal a connu la captivité, il faut le réhabituer. Il ne sait pas ce que c'est que de vivre, il ne sait pas ce que c'est que d'être autonome, il ne sait pas ce que c'est que d'être indépendant. Donc, et c'est d'ailleurs la complexité de la réintroduction. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le but ultime de notre mission de conservation, c'est éventuellement de réintroduire dans le milieu naturel les espèces. Alors ça, c'est déjà fait. Cheval de Przewalski, s'il n'y avait pas eu les parcs zoologiques, le cheval de Przewalski aujourd'hui, ça serait comme le dodo. Il n'y en aurait plus. Grâce aux parcs zoologiques, il y en a. Même chose pour le cerf du Père David. Je pourrais encore en citer, des oryx algazelles avec la réintroduction, etc. En Afrique du Nord. Donc, ça fonctionne. Alors avec des degrés plus ou moins importants, mais ça fonctionne. Il y a des échecs, on ne va pas se mentir, il y a des échecs. Par exemple, je vous parlais tout à l'heure du petit tamarin lion à tête dorée. Effectivement, il y avait un certain nombre de parcs européens qui avaient réussi à reproduire cette espèce. C'est très compliqué, il faut déjà réussir à la reproduire. Ensuite, il faut en faire un nombre suffisamment. C'est les problématiques génétiques dont je vous parlais tout à l'heure. Puis ensuite, le but ultime, c'est de les relâcher. Alors la première fois qu'on les a relâchés, en forêt brésilienne, on les a relâchés et puis... 2 mois après, il n'y en avait plus un parce qu'il s'était fait braconner, il ne savait pas se nourrir, etc. Donc il y a des phases de réadaptation, une fois qu'ils sont sortis de parcs zoologiques, on les remet dans le milieu, in situ, et on leur réapprend, à vivre, et on leur réapprend la liberté. Et ça, c'est très compliqué, et c'est un travail. Donc laisser cet animal qui était captif, le remettre dans la nature, à tous les coups vous le tuez. Il ne pourra pas s'en sortir. Il y a une phase de réadaptation. Et donc ça, si on occulte cette phase, ça ne peut pas fonctionner. Vous venez de dire que le but final, c'est de réintroduire les animaux dans leur milieu naturel. Ça veut dire que si demain, il n'y a plus aucun souci, vous fermez boutique, enfin vous pliez boutique, c'est ça? Oui, on peut. On pourrait dire que, alors, il y aurait toujours d'autres missions qui seraient,
dévolue au parc zoologique. Mais dans l'absolu, j'ai envie de vous dire oui, bien sûr. Ah ouais, ça. Dans l'absolu, oui. Ouais, d'accord. En parlant, si on ne fait que de la conservation en matière de parc zoologique, oui, bien sûr. Ok. La raison d'être, honnêtement, la raison d'être, comment dirais-je, de la captivité des animaux, c'est d'expliquer, c'est de sensibiliser et de faire en sorte que leurs cousins dans la nature vivent tranquillement, sereinement et voilà. C'est ça, oui, bien sûr, dans un monde idéal, bien sûr. D'accord. Très bien. Baptistine. Est-ce que j'ai le temps pour une dernière Mais question? bien sûr, une dernière question avant de... Alors, ma dernière question, c'est juste une question technique, on va dire ça comme ça. Quel est l'avenir pour les animaux qui sont âgés? Qu'est-ce qui se passe pour eux pour la fin de leur vie? Est-ce qu'ils restent dans le zoo ou ils sont mis à la retraite? Non, mais parce qu'il y a eu des articles et tout dans la presse qui étaient très virulents vers les zoos parce qu'il y avait des attaques envers certains zoos qui euthanasieraient leurs animaux quand ils seraient devenus trop vieux et pas assez divertissants pour le public. Méfiez-vous de ce que vous voyez dans la presse. Vous savez, mais toute la grande je crois que ce problématique. n'était pas en France, c'était en République. Je ne sais plus où c'était, mais c'était pas en France. J'espère que c'est pas la République tchèque parce qu'il a envoyé une girafe là-bas. Non, c'est plus la philosophie nordique qu'il y a. Nous, on est latin, on est plus près. Alors sur l'euthanasie, bon, c'est pas vous que je vais apprendre juriste qu'on est en train de débattre sur l'euthanasie pour les humains. Bon, donc les animaux qui vieillissent sont en parc. Nous, on a des animaux, on a de vieux animaux. Et d'ailleurs, on l'explique au public. Un animal qui va, comme un vieillard chez nous, un vieux monsieur, une vieille dame, ils sont moins attrayants, mais ça fait partie de la vie. Et ça fait partie de l'éducation. Quand je disais l'éducation, c'est connaître les choses, mais c'est aussi connaître la vraie vie. On a beaucoup de joie, on a beaucoup de naissances. Cette année, si vous regardez, vous baladez dans le parc, on a dû avoir une dizaine d'espèces qui se reproduisent, une douzaine d'espèces qui se reproduisent, donc c'est quand même pas mal. Il y a des naissances, c'est super joyeux, c'est attractif, et puis malheureusement, on a des décès. Je pourrais vous dire qu'on a eu un décès d'un magnifique tigre qu'on avait fait venir d'Angleterre. Magnifique, il était, comment dirais-je, génétiquement parfait, il s'entendait bien, il avait un caractère calme, il s'entendait bien avec la femelle, etc. Et malheureusement, on l'a soigné, il est mort d'une leucémie foudroyante en 6 mois. Et je peux vous dire qu'on en a fait les soins. Et je peux vous dire que l'équipe, elle en a pleuré de perdre ce tigre-là. Donc on aime nos animaux. Donc effectivement, alors après que vous ayez des scandales, mais il y a des scandales malheureusement, effectivement, on dit tiens, ça me fait penser à autre chose sur le contrôle des naissances par exemple. Le contrôle des naissances, effectivement, dans certains pays, on n'a pas la même philosophie, la même éthique. Donc c'est plus des problèmes non pas de droit mais d'éthique. Nous par exemple, nos femelles, très clairement, girafes, sont implantées parce qu'on ne veut plus de reproduction pour l'instant. Alors oui, ça coûte de l'argent, voilà. Mais bien évidemment, on ne va pas faire naître un petit et puis pour l'abattre une fois que la saison est terminée ou je sais pas quoi, ça n'existe pas, comment dirais-je, et je peux vous dire que les contrôles, les suivis des animaux, c'est plutôt par les administrateurs, et puis même moralement, ça n'existe pas. Alors que vous ayez eu des dérapages, peut-être, mais il faut les dénoncer ouvertement, et les mauvais, il faut les sanctionner. Mais il ne faut pas, parce que vous avez un canard boiteux et vous avez que ça vient condamner, comment dirais-je, tout le bon travail qui est fait, comment dirais-je, dans la collectivité des parcs zoologiques. Ok, Basile, il nous reste 10 minutes avant que ça ferme. Ouais, et donc on va faire très rapidement d'éclair parce qu'il se trouve que tout à l'heure on a un peu menti. Basile a déjà ouvert même plusieurs zoos, il me semble 28. C'est ça. Des zoos virtuels sur Zoo Tycoon. Je sais pas comment vous faites, moi j'en ai 2 en vrai, je peux vous dire que c'est déjà drôlement compliqué. Vous connaissez pas Zoo Tycoon? Je connais ce jeu avec les joueurs du grenier. Ah oui, joueurs du grenier bien sûr. Et il en a fait une catastrophe où les animaux meurent. Donc c'est le jeu préféré de Basile. Donc, moi j'ai beaucoup joué à ce jeu-là. Et donc en tant que gérant de 28 zoos, j'avais quelques questions d'ordre technique. C'est réponse alors rapide. très rapide parce que... Ouais. On a vu qu'il y avait des zoos qui se faisaient cambrioler. Alors c'est pas courant mais ça arrive, notamment j'avais noté celui de Beauval en 2015 qui se fait cambrioler et donc il s'est fait voler 17 singes et 2 tortues. Ouais, et qui s'est fait aussi cambrioler au niveau trésorerie, mais bon, ça c'est moins la question. Je suppose que vous avez une assurance comme toute entreprise, mais ça doit pas être la même que les autres. Enfin, est-ce que les animaux sont assurés? C'est possible ça? Non, on n'assure pas. Moi personnellement, on n'assure pas les animaux, on assure les environnements, mais les environnements sont assurés, une multirisque entreprise. Donc si vous êtes entrepreneur, vous prenez une multirisque entreprise, mais les animaux ne sont pas assurés. Donc ils rentrent pas dedans. Ok. Non, ils ne rentrent
rentrent pas dedans. Mais vous faites bien c'est effectivement c'est le vol d'animaux, parce qu'il y a du trafic, faut pas se leurrer. Il y a des trafics, il faut lutter contre le trafic animal. Et effectivement, les zoos sont surveillés, sont dans des environnements particuliers. Il y a des alarmes, il y a un certain nombre de choses. Encore une fois, regardez ce qui s'est passé à Thoiry l'année dernière ou il y a 2 ans. C'est dramatique. Une autre petite question, si un de vos animaux s'attaque, soit à un soigneur ou soit au public, ça se passe comment donc vous êtes responsable, l'entreprise est responsable. Je suis responsable, oui. Ouais, parce que je suis responsable. Oui. En matière de responsabilité, responsabilité pénale, responsabilité civile, oui bien sûr, en tant que mandataire social d'ailleurs, et capacitaire, effectivement. Vous avez la responsabilité des... Oui, alors après effectivement, il peut y avoir, effectivement, on oublie, il y a eu des accidents dans les parcs zoologiques. Hein, on oublie de fermer une trappe, donc on a des protocoles de sécurité qui sont très bien. On a un ingénieur sécurité, alors parce que j'ai monté avec 2 de mes amis une société de conseil, comment dirais-je, en matière de parcs zoologiques. Et une des premières missions qu'on s'était fixées, c'était d'embaucher un ingénieur sécurité, alors qui était très pointu sur un certain nombre de domaines. On l'avait formé pour justement les problématiques zoologiques. Et on en a profité d'ailleurs, on en a fait profiter un certain nombre de nos confrères, notamment donc pour mettre en place des procédures de sécurité parfaitement huilées, etc. Et ça, c'était assez novateur déjà dans ce milieu-là. Bon, ça arrive pas souvent. Hein. Tu avais un accident, c'était quoi? Alors moi, j'avais été aux zoo de Benidorm en Espagne. Et on avait possibilité là-bas de caresser, non, mais de prendre des photos avec des félins. Donc il y avait des lynx, tigres, des choses comme ça. Moi, j'avais pas voulu le faire parce que j'avais un peu trop peur. Et 1 mois après, il y a une soigneuse qui s'est fait tuer, qui est décédée par un tigre. Par le tigre. Ouais. Mais bon, c'est une soigneuse, c'est pas le public, hein, mais comme quoi. C'est quand même une personne. Non, mais en plus, elle connaît quoi. Et ça, c'est dans un zoo, vous dites? Ouais, à Benidorm. Benidorm, je connais pas. Honnêtement, en Espagne? En Espagne, je connais pas. Mais puis il y en a eu un autre aussi en Nouvelle-Zélande, je crois, mais c'est très rare, hein, heureusement. Oui, c'est très rare. Alors surtout, je veux dire, moi, je peux vous garantir que les animaux qui sont, comment dirais-je, à la Bourbancais, vous n'avez pas du tout envie de rentrer là-dedans pour leur faire des photos. Vous voulez les voir de loin, etc. Oui. D'ailleurs, ce sont des animaux en général très territoriaux. Vous regardez, alors vis-à-vis du public, ils sont très dociles, très calmes, mais dès qu'il y a soit moi qui les transporte encore de temps en temps, soit les soigneurs qui les nourrissent, tout de suite, on sent qu'il y a le soir quand on les rentre, là vous voyez que c'est plus du tout des peluches qui sont un peu pataudes, tranquilles, etc. Ce sont de véritables félins, et bien évidemment, non, mais il y a tout un environnement sécuritaire qui est... D'où la proposition des nuits des prédateurs, quoi. On les voit sous un autre jour. Alors ça, c'est une autre idée que l'on a eue, parce que ça n'empêche pas qu'effectivement, c'est qu'on va proposer sur certaines journées, parce que les animaux ont le droit de se reposer le soir aussi, hein, la nuit, sans public, au calme. Mais on propose 10 dates par an, on fait des petits groupes d'une dizaine de personnes maximum, où effectivement, avec un animateur, spécialiste un peu, alors ça peut être moi, ça peut être mon responsable zoologique, voilà. Il y a un soigneur animateur, parce qu'ils sont des gens vraiment compétents et formés. On va proposer au public de venir voir les animaux dans une toute autre circonstance, de nuit, au calme, pas d'autres visiteurs. On va en quelque sorte privatiser le zoo et faire un peu en sorte ce qu'on a fait là, ce qu'on fait depuis le début de cette émission, expliquer à des passionnés, voilà pourquoi un zoo, comment, quelles conditions, l'envers du décor, et puis la cerise sur le gâteau, après avoir parlé, parce qu'on les invite le programme de la journée, c'est qu'on les invite, comment dirais-je, à dîner, on parle, on montre le pourquoi des zoos, etc., conservation, in situ, etc., tout ce qu'on a parlé, et ensuite, à la tombée de la nuit, on va aller voir ces prédateurs. D'accord. Et honnêtement, moi j'ai découvert ça, alors je dors pas souvent ici, mais j'ai eu l'occasion de passer quelques nuits pour voir des animaux malades, et c'est vrai que les animaux sont totalement différents la journée du soir. Donc on a lancé ça, c'est une nouveauté, on fait 10 dates, voilà. Très bien. Voir sur notre site internet, www.labourbancais.com. Voilà. Basile, une dernière question ou pas? Moi j'avais juste pour ceux qui sont vraiment passionnés et qui veulent se renseigner, on en parlait tout à l'heure, j'avais noté donc aza.com et eaza.com, il y a tout. Faut juste parler anglais par contre, mais il y a tous les...
Alors sinon vous avez l'association française qu'il ne faut pas oublier, qui a été fondée par mon père à l'époque, quand même, donc dont on a parlé, qui est l'AFDPZ. Elle a changé de nom entre temps, mais c'est l'AFDPZ, c'est l'association française des parcs zoologiques. Et là vous aurez effectivement l'ensemble. Vous avez en France une centaine on va dire, vous avez une centaine de parcs zoologiques en France, un peu dignes de ce nom, et donc l'association regroupe 80% donc de confrères. Vous avez à peu près un zoo, comment dirais-je, par département. Okay. D'ailleurs, le fameux certificat de capacité dont vous parlez tout à l'heure, c'est une des raisons, enfin en tout cas que pense l'administration, c'est effectivement limiter le nombre de parcs zoologiques, parce qu'effectivement, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, il n'en faudrait pas trop, parce qu'effectivement, ça aurait des c'est d'ailleurs un peu la frontière avec l'entreprise privée, si vous voulez. C'est qu'effectivement, on est quand même des entreprises incontestablement, commerciales incontestablement, mais avec un devoir éthique, moral, parce qu'on travaille avec des animaux, on travaille avec des êtres vivants et des êtres doués de sensibilité. Oui. Je vous rappelle les 2 prochains rendez-vous ici au zoo, en l'occurrence l'université d'été du 24 au 26 août, avec le fameux colloque sur les fourmis pour Basile. Et puis dernier week-end de septembre, c'est les potagers, où on peut même acheter des légumes anciens, si j'ai bien compris. Hein, des tout vieux légumes. Voilà, tout à fait, des légumes anciens qui sont et on peut même manger. Ah oui, il y aura un chef. Alors cette année, on est justement en train de revoir cette question-là. On fera peut-être une année un chef, la gastronomie, étoilée, et puis peut-être quelque chose d'un peu plus, rustique, convivial, local cette année. Et cette année, on va tomber sur la ruralité et quelque chose d'un peu plus local. Est-ce que tu connais un légume ancien, Martin? Le potimarron. Ça me semble ancien, ça, non? Je sais pas. Si, ça redevient d'ailleurs très à la mode. Ça redevient très à la mode, absolument. En tout cas, Bercy, grâce à vous, Basile va pouvoir ouvrir son 28e zoo dans 29e. Ah oui, c'est vrai, 29e. Il y avait aujourd'hui dans cet entretien Monsieur Olivier de Lorgeril. Bravo. À la bonne heure. Merci de votre visite, très sympathique. Et bien Madame Baptistine. Bravo. Baptistine. Et Monsieur Basile Rousseau de l'Institut Le Pien. Oh là là. Et puis Martin, toujours là pour vous servir. Merci. Voilà. Rendez-vous à un prochain entretien. C'est l'heure, ça ferme. Le zoo ferme, on va partir. On n'aura même pas le temps de dire bonjour au lion que j'ai vu par là, non? C'est un lion ou c'est un tigre? Alors c'est un tigre. C'est fabuleux, ça, c'est merveilleux quand je vois des visiteurs qui sont devant les lions et qui disent: oh, regarde mon petit chéri, comme le tigre est beau. Comme le tigre est beau. Tiens, j'ai encore des beaux jours devant moi. On se retrouve une prochaine fois pour un nouvel épisode de Bienvenue en droit. N'hésitez pas à continuer à nous suivre sur la page Facebook. Et à bientôt. On dit qu'à l'université, y a que des soirées. Mais toi, t'as bien compris qu'il y a que du droit consti. Ta petite amie Cécile est remplacée par le code civil. Ton bon pote Pascal par le code pénal. Bienvenue en droit. Pauvre de toi. Bienvenue en droit. Pauvre